troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Karine Oriot, journaliste, et Amidine Khan vient de revenir sur ce plateau, docteur en économie, en intelligence économique. Sur ce plateau également, Lamine Gueye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de la vie politique au sein de la Fédération du PUR, Europe de l'Ouest, du Nord et du Centre. Avec vous, nous allons donc pouvoir parler de la campagne présidentielle sénégalaise qui se poursuit. Elle a été donc ouverte depuis le 3 février. On va en parler dans le grand angle. Issa Sall bat campagne tout comme ses 4 adversaires. Les Sénégalais sont à 16 jours du scrutin présidentiel du 24 février. Le chef du Parti de l'Unité et du Rassemblement a commencé pour sa part sa campagne à Dakar. Entré en politique en 1996 en tant que vice-président du conseil régional de Fatick. Aux législatives de juillet 2017, il est élu député à l'Assemblée nationale. Son plus grand défi pour cette présidentielle, convaincre et rassembler au-delà de son électorat religieux. Reportage au Sénégal signé El Hadji Ndiaye. Le développement d'universités de proximité pour un meilleur accès à la formation, l'amélioration du quotidien des étudiants mais aussi des enseignants, telles sont les promesses de campagne du candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, El Hadji Issa Sall. Ce lundi 4 février 2019, le porte-flambeau du PUR s'est rendu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Accueilli royalement par les étudiants qui adhèrent à la cause du PUR, El Hadji Issa Sall compte intégrer ses engagements dans son programme dénommé PUR 100. Alors maintenant, ce que le PUR vous propose, c'est que tous les docteurs et tous les doctorants seront systématiquement recrutés pour vous enseigner. Ce que le PUR vous propose, c'est de faire en sorte que vous ne soyez pas à plus de 30 km d'une université. L'UCAD, un lieu privilégié dans la quête de suffrage des Sénégalais, car recelant d'une partie importante de l'électorat. Ainsi, le professeur Sall exhorte les étudiants à faire le bon choix le 24 février 2019. Chers étudiants, je vous demande de bien observer le bulletin que vous avez par devers vous, qui est notre profession de foi, et que le jour J, vous en faisiez un bon usage. Le professeur Issa Sall, député depuis juillet 2017, se présente pour la première fois à la magistrature suprême. Avec pour devise justice, développement, solidarité, le parti PUR est la révélation des législatives de 2017 avec 3 députés à l'Assemblée nationale. Alors le PUR, surtout un parti d'obédience religieuse, Lamine Gueye, vous le représentez ici ce soir, votre candidat est donc Issa Sall. Est-ce que ça ne va pas être quelque peu difficile de convaincre, aller au-delà des confréries religieuses, puisque c'est surtout ces milieux-là qui soutiennent Issa Sall. En tout cas, ils l'ont soutenu pendant les parrainages et puis à la députation, à la dernière députation. Bon, je crois que réduire le PUR donc, à un parti d'obédience religieuse, c'est déjà fausser le débat démocratique donc, qui se pose actuellement au Sénégal. Le PUR a été créé donc, en 1998 et il a respecté donc, les textes que le ministère de l'Intérieur lui avait soumis. Donc, et je crois que le Sénégal, quand même, c'est un pays donc, laïque. Et au niveau, avec un parti donc, dit obédience religieuse ou ethnique ou régionaliste, je crois que quelqu'un qui le dépose au niveau du ministère de l'Intérieur, je pense que n'aurait pas donc, son récépissé. Donc, je rappelle que le PUR a eu son récépissé donc, depuis plus de 20 ans. Il existe donc, depuis 20 ans donc, sur la scène politique. Et c'est quand même assez, bon, vous m'excuserez donc, du terme, assez insultant pour les militants et les sympathisants qui Pourquoi votent. insultant? Non, qui votent pour le PUR, parce que c'est des gens, il y a au sein du PUR... Mais la religion a toujours fait partie de la vie politique sénégalaise. Tout à fait. Donc c'est pas insultant. En fait, je crois que, donc vous ne m'avez pas trop compris peut-être, mais vous savez, donc, vous regardez un peu le début des campagnes électorales. Donc, les partis se sont bousculés donc, pour aller peut-être dans des foyers religieuses. À tout bas.
à Touba, Tivaouane, etc. Mais on n'a pas vu le PUR. Donc, le PUR a débuté sa campagne électorale à Dakar. Et vous regardez le programme du PUR, à aucun moment il fait référence à des citations religieuses ou, voilà, ou confrériques. C'est pour ça que je vous dis, et aujourd'hui, même lors des législatives, donc on a eu des candidats, enfin des candidats qui étaient donc pressentis donc comme députés, qui sont d'obédience donc chrétienne. Je crois que donc au sein du PUR, donc il y a cette mixité donc qui est une force et qui fait la force du PUR, et c'est la force tranquille du PUR même. Hamidine Kane, est-ce qu'on n'est pas là face à un parti qui finalement tente, parce que c'est un discours qui est quand même assez nouveau au sein de votre parti, qui tente de s'éloigner un petit peu de l'image finalement d'un parti religieux finalement? Oui, bon, je crois que ce parti, M. Sall, M. El Hadj Issa Sall, tente de s'éloigner de cette image parce que c'est dangereux pour le Sénégal. C'est vrai que le Sénégal comporte 95% de musulmans et puis le reste c'est des chrétiens et des animistes. Il n'en demeure pas moins que bon, ces temps derniers, on a entendu des discours ethnicistes très violents au sein des réseaux sociaux et puis effectivement, d'ailleurs, la CENI sénégalaise avait dit qu'il ne faudra pas que justement ces discours soient relayés par justement les candidats. Parce que c'est un discours que le Sénégal n'a jamais connu. Le Sénégal, lorsque les autres États étaient en pleine folie, par exemple, des élections où il y avait des assassinats et autres, le Sénégal était tranquille. Mais ces derniers temps, ça veut dire depuis une année ou deux, on voit des discours ethnicistes très violents au Sénégal et puis excessivement dangereux. Excessivement dangereux, peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais moi je suis mauritanien, j'écoute ce qu'ils disent, et puis il ne doit pas y avoir ce discours au Sénégal, parce que le Sénégal c'est un pays de paix en principe, et puis c'est un pays de brassage, c'est un pays de brassage, donc moi je crois que à l'heure actuelle, quand on parle d'élection présidentielle au Sénégal, on doit voir les programmes. C'est les programmes qui doivent faire la différence. Mais les Sénégalais, les programmes d'une manière générale, n'ont pas parlé justement des enjeux des mines, des enjeux miniers, des infrastructures. Il en a parlé un peu, Sall en a parlé un peu pour parler des transports multimodaux. Et puis il a parlé aussi, par exemple, des universités. Mais il devait aller plus loin. Tous les acteurs sénégalais, tous les cinq candidats devaient aller plus loin et puis s'emparer de la question maintenant africaine du CFA. Ils devaient s'en emparer, en parler, parce que c'est une question qui brûle les Africains. Mais on n'en entend pas parler. Moi, je crois que les Africains doivent, toutes les élections présidentielles africaines, on doit s'emparer de ce sujet. Mais le Sénégal ne s'en empare pas. Moi, je dis quand même qu'il faudra que les Sénégalais aient conscience, par exemple, qu'ils sont observés par l'Afrique, par le monde entier pour les élections à venir. Parce qu'on ne sait pas encore si ça va dégénérer. Mais nous, ce qu'on peut dire, il faudra que le Sénégal, comme toujours, garde son sang-froid et puis que les élections se déroulent convenablement. C'est ce qu'on souhaite au Sénégal. Oui, alors avant d'entendre Karine Oriot, peut-être un mot de ce que Hamidine Kane vient de dire finalement, qui pointe des programmes qui sont incomplets finalement, en tout cas sur certaines questions. Oui, j'ai entendu donc mon confrère donc Hamidou. C'est juste pour lui faire une précision, parce que le candidat Issa Sall en a parlé, donc la question du franc CFA. Vous savez, l'État, donc c'est quelque chose de sérieux. Et je pense que la question du franc CFA est plus complexe qu'on peut le penser. Et il y a deux jurisprudences, hein. Donc il y a la jurisprudence malienne. Donc vous savez, donc dans les années 80, donc le Mali avait sorti du franc CFA. Après il y a eu, voilà, 10 ans après il est revenu. On sait ce qui se passe. Donc il y a aussi la jurisprudence guinéenne, donc qui avait refusé donc le franc CFA. Après on sait ce qui se passe. Vous savez, donc sur la question du franc CFA, ce qui se pose, ce n'est pas donc simplement la monnaie en tant que telle, parce que le franc CFA quand même, donc c'est une monnaie mais c'est pas une devise. Et au-delà de ça, donc il y a une question, c'est plus aussi la question des comptes d'opération. Donc c'est là où le bas blesse. Et je pense que
avec ce qui se passe, les 50% donc, des avoirs étrangers que les États déposent donc, au sein du Trésor français. Et c'est quelque chose où on ne peut pas d'un coup sortir d'un coup de tête. Il faut des experts, il faut aussi la participation donc, de tous les experts, de toutes les couches sociales pour y penser. C'est un programme, il faut que ça soit donc, ficelé et mûri avant de... Et aussi, donc, voilà, on ne va pas aussi donc, le faire d'un coup de tête, il faut que ça soit progressif. Donc voilà, c'est ce que nous prenons. Donc on va le prendre avec beaucoup de sérieux parce que l'État... Donc pour vous, ce n'est pas quelque chose qui se décrète comme ça, non, mais ça nécessite peut-être une fois, si votre candidat est porté au pouvoir, élaborer toute une stratégie. Et, exactement, c'est exactement cela. Donc il y a des experts donc, qui travaillent dessus, donc au sein du PUR, au sein aussi du programme donc, que nous proposons. Donc voilà, donc, nous sommes en train de travailler dessus et voilà, ce ne sera pas progressif, ce ne sera pas d'un coup de tête, mais ce sera progressif. Mais quand même, donc, je pense que nous sommes tous donc, avant tout des patriotes et nous voulons donc, notre souveraineté monétaire donc, qui va confirmer notre souveraineté nationale. Merci beaucoup. Alors, on va entendre Karine Loriot sur cette campagne et notamment autour de la candidature d'Issa Sall. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec M. Khan quand il dit qu'effectivement, les candidats devraient se saisir de la question du franc CFA, entre autres, parce qu'un candidat, une fois élu, ne pourra pas décider seul dans son coin du franc CFA. Je pense que ce serait une promesse fallacieuse, à mon avis, compte tenu effectivement de toutes les décisions et de tout ce que cela comporte comme risque, même si la question est sur la table déjà depuis quelques années. Je suis sûre que les dirigeants en place y pensent. Mais je pense qu'un candidat qui promet effectivement qu'une fois au pouvoir, il va s'occuper du franc CFA, c'est une promesse fallacieuse parce qu'il ne pourra pas le faire tout seul. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que je trouve assez intéressant dans cette campagne, c'est que monsieur Sall est plutôt allé parler aux étudiants. Donc je pense que c'est assez intéressant parce que même si effectivement, bon, il n'a que 3 députés, le parti existe, comme vous l'avez dit, depuis 1998. Il s'adresse à un électorat qui a un pouvoir parce que c'est un électorat qui vote. Et que derrière, il peut essayer de gagner des places pour, pourquoi pas, prendre un peu plus, effectivement, de place en politique sur le plan local. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, il a parlé d'infrastructure. Ma foi, c'est quand même des thèmes assez intéressants quand on est dans un village, parce qu'il est parti dans des zones rurales, s'adresser à des personnes qui n'ont pas d'infrastructure. Bon, effectivement, certains disent que c'est une provocation au président actuel, Macky Sall, qui n'a pas tout à fait accompli tout ce qu'il avait promis de faire. Mais c'est assez intéressant de poser ces questions-là. Et puis, il y en a quelques-uns dans cette campagne qui ont soulevé la question du franc CFA, mais je pense que c'est une patate chaude. Amizine Khan. Oui, bon, de toute façon, pour le franc CFA, les Africains sont obligés d'en parler. Et puis, pourquoi je dis que les candidats devaient s'en emparer? Parce que ce n'est pas un seul président qui le fait. Et puis, l'Assemblée aussi va réagir là-dessus, va légiférer. Donc, c'est une question que les Africains doivent s'emparer, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Maintenant, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Et puis, ce que je voulais dire aussi, ils ne parlent pas, généralement, les candidats d'une manière générale, ne parlent pas aussi. Bon, et lui, il a un peu parlé des universités, parce qu'il devait en parler plus. Parce qu'il a créé l'Université du Sahel. Oui. Il devait en parler plus. Il n'en parle pas. Et puis surtout, parler justement du problème qui se pose pour les étudiants africains qui devraient venir ici. Pour les inscriptions. Oui. Parce qu'une inscription, ça va valoir 2 millions de francs CFA. Et puis, dire aussi que le Sénégal a des universités d'élite. Les médecins sénégalais sont parmi les meilleurs médecins du monde. La pharmacie, par exemple, l'enseignement en pharmacie, c'est très bien. Ça veut dire dans l'ingénierie. Au Sénégal, c'est bien que ce soit l'école polytechnique ou bien les écoles d'ingénieurs. Tout ça, s'en emparer et puis dire que les Africains n'ont plus besoin de venir en Europe pour s'instruire. Il y a suffisamment d'universités d'élite en Afrique pour que les Africains, sauf s'ils veulent faire un doctorat, un postgraduate.
là, ils pourront venir Mais les Africains, par exemple, pour le premier et le deuxième siècle, ça, sont des thèmes porteurs. Et puis, essayer d'éveiller la jeunesse africaine pour dire aux Africains, vous n'avez plus besoin de partir ailleurs, restez chez vous. Parler de la migration, les Africains, les présidents africains ou bien les candidats africains ne parlent jamais de l'immigration. Ça sont des thèmes auxquels il faudra parler, sur lesquels il faudra parler. Les Africains se débinent là-dessus. Ça, je crois que c'est quelque chose dont on a peur d'affronter. Et puis ça, je crois que c'est une réalité. Les Africains doivent dire aux Africains, les jeunes Africains, l'avenir appartient à l'Afrique. Donc c'est en Afrique que les futurs postes de travail, les futurs, par exemple, grands travaux se feront, que ce soit dans les infrastructures, dans les hôpitaux, dans l'enseignement, dans la santé, tout se fera en Afrique. Donc les grands investissements, d'ailleurs, que ce soit les Chinois, les Occidentaux, les Américains, cherchent à investir massivement. Vous avez vu la bagarre qui commence à se faire entre les Chinois et les Américains à propos de l'Afrique. Donc les Africains doivent s'en emparer. Ceux qui font les campagnes électorales, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, doivent s'en emparer, mais ils en parlent peu. Et puis, pourquoi parler des ressources minières? Parce que les ressources minières africaines sont mal exploitées. Généralement, on brade nos ressources minières. Le Sénégal a découvert récemment énormément de pétrole et de gaz. Et ça, il faudra que les Sénégalais en parlent pour le partage, justement, la redistribution. Karine Oriot, voilà. Et ensuite Lamine Gueye. Oui, j'abonde complètement dans votre sens et je dirais qu'il faut aussi aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que parler aussi de la diaspora. Tout à l'heure en coulisses, je posais la question pour savoir combien de Sénégalais étaient au-delà du Sénégal, parce que c'est important. Vous vous souvenez que Abdoulaye Wade avait proposé à tous ceux qui revenaient, à tous les gens de la diaspora, les Sénégalais qui revenaient sur le territoire, qu'il leur promettait en tout cas d'être recrutés avec un salaire conséquent, des conditions en tout cas conséquentes. Et je pense que c'est un discours qui doit continuer aussi aujourd'hui, parce que cette diaspora, quand on parle, on ne peut pas couper effectivement immigration, migration des diasporas, qui aujourd'hui cherchent effectivement un retour dans leurs racines, sauf que les conditions ne sont pas réunies. Mais ma foi, le Sénégal a été en tout cas pionnier en Afrique subsaharienne, et je pense qu'il faut effectivement continuer là-dessus. Et enfin, effectivement, vous avez raison sur la redistribution des ressources, mais j'ai l'impression que c'est un discours qui n'appartient pas du tout au peuple. C'est-à-dire que le peuple n'a jamais son mot à dire. C'est toujours décidé entre les grands et puis le peuple subit. Alors justement, vous, du côté du PUR, comment vous vous placez au niveau des marchés publics? Parce que c'est ça la critique qui est portée, notamment à l'encontre du président Macky Sall et du PSE, qui aurait favorisé plutôt les grands groupes étrangers au lieu des compagnies sénégalaises. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est nous, on met en avant le patriotisme économique. C'est-à-dire que même au niveau donc, des contrats miniers, donc, nous sommes sur une vision très très claire. Hein, donc nous souhaitons renégocier parce que nous sentons quand même, parce que dans un contrat, si une partie se sent lésée, donc on peut admettre qu'il y ait des renégociations donc, des contrats. Là, on souhaite donc renégocier donc, les contrats et que les Sénégalais donc, puissent se sentir au sein de ces contrats. Ce qui se passe donc, au-delà de ça, c'est qu'actuellement, on sent que il y a certes donc, des négociations, il y a des actions que l'État du Sénégal a fait, mais ça ne suffit pas en fait donc, avec ces contrats miniers donc, qui signent, et le peuple n'est pas informé. Donc nous allons mettre en avant l'information, que le peuple sache donc, ce qu'il y a donc, au niveau de ces terres. Mais au-delà de ça aussi, nous allons imposer aussi aux investisseurs donc, des emplois directs et indirects, oui. Et aussi avec des retours en investissement, donc très très profitable au peuple sénégalais. Parce que ce qu'on met en avant, c'est le peuple sénégalais avant tout, donc au risque à nos risques et périls. Mais il faut que le Sénégal se sente, il faut que chaque Sénégalais se sente sénégalais, et il faut, au-delà de ça aussi, donc chaque Sénégalais donc, profite de ses propres ressources. Donc vous voulez renégocier Nous allons renégocier avec une dignité patriotique.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Lamine Gueye. Je rappelle que vous êtes chargé de la vie politique au sein de la Fédération du PUR, Europe de l'Ouest, du Nord et du Centre. Merci d'avoir répondu à mes questions. Un grand merci à vous également, Karine Oriot. Je rappelle que vous êtes journaliste. Merci à vous également, Amidine Khan, docteur en économie et en intelligence économique. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve lundi. Très belle soirée. Merci. Merci.